Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Noël Esnault, cofondateur et COO de Aquaverse, une entreprise qui nettoie les mers en combinant écologie, blockchain et gaming. Alors bonjour Noël, merci d'être avec moi aujourd'hui, comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, ça va super, merci à toi pour l'invitation, très content de participer à ce podcast. C'est un plaisir partagé. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment la blockchain est arrivée un peu dans ta vie et nous dire comment se sont passés les débuts d'Aquaverse ? Alors moi la blockchain elle est arrivée un peu tardivement. Initialement j'avais un parcours très technique. Après le lycée je m'orientais vers ingénieur dans la robotique. Donc j'ai été dans la tech pendant longtemps, puis je me suis orienté en technico-commercial, euh, du coup pour une boîte qui était fabricant d'accessoires de robots. Et à la sortie de mes études, j'ai été développer mon projet parce que j'ai ce côté entrepreneur depuis très longtemps. J'ai une marque de vêtements avec des amis depuis bientôt 5 ans. En parallèle de mes études, j'étais en train de monter un projet d'application dans le domaine de la restauration. J'ai intégré Station F à la sortie de mes études avec ce projet. Donc, pas du tout blockchain encore une fois. C'est là où j'ai rencontré Dolian, donc le fondateur du projet Aquaverse. Mon projet a dû s'abandonner parce que domaine de la restauration en 2020 avec le Covid, c'était très compliqué. Donc j'ai rejoint Dolian en 2021 sur l'aventure Jimbei, qui était basée du coup, elle, sur les éponges de mer. Notre objectif, c'était déjà celui-ci à ce moment-là, c'était de faire avancer la recherche sur l'aquaculture d'éponges de mer, parce qu'on est persuadé que c'est le cœur, du moins une des solutions pour la dépollution de nos océans. Et le projet à l'époque était de vendre ces éponges dans les magasins bio pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et faire avancer la R&D sur l'aquaculture. On a pivoté au bout d'un an sur le projet Aquaverse parce que en parallèle, on avait des amis à nous qui travaillaient dans le domaine de la blockchain. Moi, à titre perso, j'avais commencé à en entendre parler en 2017-2018, mais j'étais pas rentré du tout. Et du coup, là, on se retrouve, on est en 2021. Ça fait un an qu'on travaille, Dolian et moi, avec le troisième cofondateur qui est Younes sur le projet Jimbei. Et on commence à vraiment plonger dans le domaine de la blockchain, à vraiment aller comprendre profondément quelles étaient les utilités, quel impact ça pouvait avoir, quelle était surtout la force et la puissance d'une communauté, en fait, dans le domaine de la blockchain. Et on était à une période sur Jimbei où on avait besoin de lever des fonds et de réinventer un peu le business model. Et on sentait qu'on avait cette appétence vers le domaine de la blockchain, qu'on avait envie de tenter quelque chose. Donc pendant 6 mois, on s'est un peu enfermé, on a pensé tout un projet qui au final était le projet Aquaverse. Et on s'est lancé fin 2021 sur Elrond, maintenant Multiversix. D'accord, c'est assez intéressant de voir que finalement vous étiez un projet Web 2 qui a décidé d'intégrer la blockchain, donc qui est basculé un peu dans un projet Web 3. Et ça, c'est assez cool parce que justement, ça donne des exemples à l'audience de projets, de transition, en fait, où la réflexion s'élargit et où l'arrivée de la blockchain un peu disruptive permet de repenser un peu tous les mécanismes, tout le système. Alors, tu m'as fait une passe intéressante avec Station F. L'équipe, si je dis pas de bêtises, est basée principalement à Paris, donc à Station F. Qui est un endroit très fertile en start-up et innovation en tout genre. Je ne connais pas moi personnellement, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se passe là-bas pour l'audience qui ne connaîtrait pas cet endroit ? Ouais, Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up du monde aujourd'hui, il me semble. Donc, c'est énormément de start-up accompagnées. Ça souhaite vraiment. Tu peux commencer, on va dire, un peu au niveau zéro. Il y a des gens qui rentrent avec un pitch deck. Il y a des gens qui rentrent alors qu'ils ont déjà généré du chiffre d'affaires, qui ont des boîtes qui ont 1 an, 2 ans. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est différents programmes d'incubation. En fait, Station F, c'est une trentaine de programmes. Donc, tu as des programmes qui sont propres à la structure. Tu en as 2. Fighters et Founders, et c'est les programmes que nous, on avait intégrés. Mais tu as des programmes qui sont portés par des grands groupes, par exemple. Tu as le programme d'HEC, tu as le programme de Google, tu as le programme LVMH. Donc, en fait, selon la niche dans laquelle ton projet est, tu vas essayer, toi, de t'orienter vers un programme. Ils ont souvent des sélections qui sont assez hard. Je crois que le taux à peu près d'acceptation des dossiers, il est aux alentours de 5-7%. Donc, c'est quand même assez compliqué de rentrer dans ce genre d'incubateur.
Et nous, bah, en fait, du moins notre aventure entrepreneuriale, elle est vraiment, elle a vraiment explosé grâce à Station F parce que c'est là où on s'est tous rencontrés, du moins dans cet écosystème. Les 4 cofondateurs, alors sauf Younes qui lui, alors du coup c'est le seul qui est pas à Paris, qui est à Lille. Lui, il avait été embauché par Dolian, qui avait sur les réseaux, qui voyait ce qu'il faisait, qui l'avait contacté, et Younes l'avait rencontré comme ça. Mais Dolian et moi, comme je te disais tout à l'heure, on s'est rencontrés à Station F parce qu'on était incubés dans le même programme. Lui déjà pour Jimbei et puis moi pour mon projet. Et Ousmane, qui est le dernier cofondateur d'Aquaverse, lui aussi il travaillait pour une startup de Station F. Et en fait, il était en colocation avec Dolian dans les appartements de Station F, parce que Station F propose des colocations pour tous les entrepreneurs. Donc, notre association est un pur produit de l'écosystème Station F. Après, par contre, le pivot, la manière dont on a développé le projet, ça s'est pas fait au sein de Station F. Nous, quand on s'est lancé dans Aquaverse, on quittait justement notre programme d'incubation, parce que c'est des programmes qui ont une durée limitée de 6 mois à 1 an. Donc, on a quitté notre programme d'incubation et on a lancé Aquaverse juste un peu par la suite. D'accord, bah, c'est très intéressant. J'invite l'audience à se renseigner un peu sur Station F, notamment les pépites, les graines d'entrepreneurs qui pourraient y voir un intérêt particulier. Donc, merci en tout cas pour ce topo. Alors, le cœur du sujet maintenant, quelle est la proposition de valeur d'Aquaverse? Moi, ça me passionne ce que vous êtes en train de faire. Si tu peux voilà, dire un peu la proposition de valeur et ce qui vous botte tous les matins à bosser pour Aquaverse. Ah bah nous, concrètement, notre proposition de valeur, c'est de redonner la place aux éponges de mer dans les aquacultures, en fait. Redonner les places que les éponges de mer occupent au sein de notre écosystème des océans, dans leur milieu naturel, mais transposer dans le milieu des aquacultures, donc la culture, la production de produits marins, de poissons. Et en fait, c'est aussi la grosse proposition de valeur qu'on amène dans le Web3, c'est qu'on est un projet très utilité réelle, très lié au monde réel. Nous, on dit souvent que c'est la plus grosse proposition de valeur qu'on peut faire aujourd'hui au Web3, c'est de faire avancer notre projet dans le monde réel. Plus on génère d'impact dans le monde réel, plus on apporte de valeur à notre écosystème Web3. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance de l'aquaculture? Parce que moi et je pense d'autres personnes dans l'audience sont pas forcément très familiers avec cet univers-là et plus particulièrement le rôle des éponges de mer qui évidemment est, comme tu l'as rappelé, la pierre angulaire derrière, tout ce que propose Aquaverse. Oui, complètement. Alors en fait, une éponge de mer, déjà pour faire simple, faut comprendre ce que c'est. C'est un animal qui est sans système nerveux. C'est un peu, alors dans notre esprit, enfin pour simplifier, ça ressemble un peu au coraux. C'est quelque chose qui pousse, qu'on trouve naturellement dans les mers, accroché sur le fond des rochers. Et une éponge de mer que tu tiendrais toi dans ta main, donc qui est une taille normale d'une éponge de mer, filtre en gros de 10 à 50 000 litres d'eau par jour. Et en filtrant cette quantité qui est immense, donc cette immense quantité d'eau, elle va venir digérer tous les déchets organiques, donc par exemple les excréments issus des poissons ou des choses comme ça, et elle va venir aussi filtrer, et là cette fois-ci bioaccumuler, donc elle va venir vraiment imprégner au plus profond ces fibres, les micropolluants comme les métaux lourds et les microplastiques. Donc on a un vrai double effet qui est intéressant sur l'éponge, où elle vient purifier l'eau des déchets organiques et elle vient aussi la purifier des déchets inorganiques. Et le deuxième super pouvoir de l'éponge, c'est qu'une éponge, tu peux la couper en plusieurs morceaux. Chaque morceau va lui-même redevenir une éponge. Donc en fait, elles ont vraiment un peu, comment dire, une place, elles sont vraiment au cœur des écosystèmes. On dit souvent qu'elles sont considérées comme le rein des écosystèmes marins, parce qu'elles viennent filtrer, c'est le premier animal filtreur. Et nous, on veut du coup implanter des éponges de mer dans les aquacultures, parce qu'aujourd'hui, le domaine de l'aquaculture est encore un domaine très jeune. On arrive aux limites de la pêche aujourd'hui parce qu'en fait, on a été trop loin, on a épuisé les ressources marines, donc la pêche va rentrer en déclin, dans un déclin forcé. Pour autant, on a besoin de nourrir, on a besoin des protéines marines pour nourrir l'humanité dans les prochaines années. Donc, on voit que l'aquaculture, elle, est en plein essor. Mais pour le coup, aujourd'hui, on est très centré sur la monoculture. Et la monoculture, le problème, c'est qu'on vient sur des espaces qui sont limités, faire de la production d'une seule espèce. Donc, les déchets de ces espèces ne sont pas retraités, ce qui entraîne une détérioration de l'environnement et de la qualité même de ces espèces. Donc, en fait, nous, en venant mettre des éponges au sein de ces aquacultures, on vient retraiter les déchets qui sont issus de cette aquaculture, ce qui permet d'améliorer la qualité des poissons. C'est un vrai sujet de sécurité alimentaire, en fait, dans les années à venir.
C'est, super intéressant. J'adore cet univers que je ne maîtrise pas du tout et alors une question qui me vient en tête, où est-ce que vous réimplantez des éponges de mer comme ça? Il y a des endroits particulièrement ciblés? Comment ça se passe pour réussir ce tour de force? Alors, comme tu le dis, en fait, c'est un tour de force surtout parce que il y a plus de 10 000 espèces d'éponges de mer partout dans le monde. Et la recherche, euh, comment dire, peine à avancer parce qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent, il y a très peu de financement sur la recherche des éponges de mer. Donc, on connaît encore très peu les capacités de toutes ces espèces. Et en fait, nous, on travaille de manière locale. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à la Méditerranée parce que déjà, on est un projet français. Donc, on veut s'attaquer aux côtes françaises en priorité, mais c'est surtout parce que la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. Donc, en fait, nous, on a travaillé avec notre chercheuse sur une espèce méditerranéenne. On a refait toute la bibliographie de cette espèce, donc vraiment l'état de l'art de toutes les thèses qui avaient été faites jusqu'à maintenant sur cette espèce. Et on vient travailler localement, c'est-à-dire que on va venir, par exemple, prélever X éponges sur les côtes méditerranéennes, disons près de Cannes, et bah, sur ces éponges qu'on va prélever, sur lesquelles on va faire du bouturage, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, sur chaque éponge qu'on prélève, on va venir couper des petits morceaux. Ces boutures, on va les réimplanter localement à Cannes aussi. Donc, en fait, on ne, on ne déforeste absolument pas la population. Au contraire, on participe à la repopulation de l'espèce parce que pour chaque éponge qu'on vient prélever, on en bouture au moins deux de manière locale. D'accord, ah, c'est super intéressant. En plus, c'est à côté de chez moi. Avant, j'étais à Toulon, maintenant je ne le suis plus, mais j'étais particulièrement concerné par ce sujet du coup. En tout cas, c'est, incroyable, de découvrir les éponges de mer. On n'en parle sans doute pas assez, je pense, parce que même moi, c'était assez loin dans mon esprit et quand on voit ce que tu dis et les bénéfices que ça peut apporter, c'est quand même, assez fou qu'on ne l'exploite pas un peu plus. Bah, surtout qu'en Donc fait, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il y a la deuxième partie, en fait, parce que là, on parle de l'impact direct. Et les éponges, elles ont plusieurs cycles de vie, parce que tu peux les utiliser toi en tant que produit. Sous forme brute, nous, ça fait déjà quelques années, c'était le projet initial. On les vend sous forme de fleurs de douche ou de nettoyant visage. Ça, c'est des produits qui sont utilisés depuis des millénaires, en fait. Ça fait 5000 ans que c'est utilisé et c'est encore très présent aujourd'hui dans la tradition méditerranéenne. Et ça, encore une fois, c'est qu'une forme de produit. On sait, on a fait les tests l'année dernière avec Polytech Nantes et le Centre européen du textile innovant, qu'on est aussi capable de développer des isolants thermiques à partir de la spongine, qui est la fibre de l'éponge. Donc en fait, on a vraiment un produit qui a plusieurs cycles de vie. Sur chacun de ces cycles de vie, il va générer de l'impact et de la valeur. Parce que les éponges qui se retrouvent chez l'aquaculteur que je te citais tout à l'heure, donc on vient prélever des éponges, on en met une partie chez les aquaculteurs, elles mettent 2 ans à atteindre leur taille adulte. Au bout de 2 ans, on vient les prélever, on les remplace, on les renouvelle avec de nouvelles boutures. Et ces éponges qu'on prélève, on peut les commercialiser. Donc, elles ont eu de l'impact pendant 2 ans, un impact direct parce qu'elles retraitent les déchets. Ensuite, on va être commercialisé sous forme brute, donc elles vont avoir un impact indirect parce qu'elles vont venir remplacer des produits polluants. Et ensuite, on peut encore upcycler ces éponges-là, parce que d'ici 4 à 5 ans, c'est quand même des grosses durées de vie. Tu peux décider, toi, de nous renvoyer ta fleur de douche pour récupérer ta consigne, parce que nos produits sont consignés. Et nous, on va pouvoir transformer cette fleur de douche en isolant thermique, par exemple. Donc, tu as vraiment plusieurs cycles de génération de valeur et d'impact sur l'éponge de mer. alors là, super, tu m'as présenté tout ce qui était, le cœur de l'entreprise, la solution que vous mettez en place et l'utilité des éponges de mer. Maintenant, par-dessus, vous greffez l'univers du Web3 avec la blockchain, avec une collection de NFT. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur comment vous avez réussi à intégrer ça et fait cette transition du Web 2 vers le Web 3? Ouais. Alors, on a fait cette transition parce on avait besoin et on avait envie de réinventer un peu le modèle économique de Jimbei, donc, qui était l'entreprise avec laquelle on était incubé à Station F. On dégageait des bénéfices en vendant nos éponges, mais on avait besoin d'une plus grosse capacité d'investissement pour accélérer sur l'aspect aquaculture du projet. On avait plusieurs options de financement à ce moment-là, donc les plus classiques, aller faire une levée de fonds auprès de fonds d'investissement. Mais on commençait à avoir un peu des opportunités dans le Web3. Il y avait le milieu des NFT qui commençait à s'enflammer un petit peu. En fait, on était vraiment dans cette année où on a connu l'explosion des NFT. On avait des amis à nous qui, eux, développaient des projets autour des NFT en même temps, en parallèle du projet de Jimbeck, nous, on développait. Et on a décidé, en fait, de faire ce pivot en se disant, bah, créer une collection d'NFT va nous permettre finalement d'engager une communauté autour de notre projet, à nous de garder la main mise complètement sur ce projet. Et ça nous a permis de lever 1,5 million, enfin l'équivalent d'1,5 million en février dernier. On a sold out une collection de 10 000 NFT sur Elrond.
C'est fou, 1,5 million, c'est fou quand même, quand on sait. Et puis, moi, par retour d'expérience, je vous ai connu grâce à cette collection de NFT quand ça fait le buzz sur les réseaux. Je veux dire sur les projets Elrond Multiverse X, il y en avait quelques-uns, il y a Kowat, il y a vous, il y a Elrond Apes, mais globalement, Ouais, vous êtes parmi le top des collections NFT, donc bravo déjà pour ça. Et puis au je t'en prie. passage, effectivement, la communauté, elle est très soudée derrière vous. Il y a une vraie cause très importante derrière et ça se voilà, ça se comme on dit, je crois que c'est market, himself, quoi. C'est-à-dire que ça se vend très facilement et si je dis pas de bêtises, il y a déjà des membres de votre communauté qui vous ont aidé dans pas mal d'actions. Ouais, clairement, clairement, nous, on a réussi à engager une très très forte communauté sur Elrond. Je pense que ce qui leur a plu, c'est aussi la manière avec laquelle on est arrivé. On est arrivé avec un white paper qui présentait une vision du projet, vraiment une vingtaine de pages où on leur a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur les éponges, quelle était la vision de notre projet, à quel point on voulait générer de l'impact et révolutionner en fait un vrai domaine d'activité. Donc ça a beaucoup beaucoup interpellé. On a utilisé comme slogan une vraie catchline qui était le NFT qui dépollue la mer parce qu'on voulait vraiment jouer ce rôle-là, un petit peu provoquant. Et je pense que c'est ce qui a marché parce que la première fois que tu le lis, tu te dis mais comment un NFT peut dépolluer la mer? Et puis quand tu commences à t'intéresser, tu comprends qu'un NFT peut vraiment dépolluer la mer. Donc on a eu Mmh. les premières personnes qui sont rentrées dans la communauté, on a énormément échangé avec eux. C'est très vite devenu des ambassadeurs sur les réseaux sociaux de notre projet qui accueillait tous les nouveaux arrivants pour leur expliquer. Et ça a même dépassé la barrière finalement du virtuel, parce que comme je le disais, dans le monde réel, on a même réussi à engager cette communauté au point qu'ils vont aller proposer notre nom dans des magasins. Par exemple, moi, je me suis retrouvé au téléphone avec des responsables d'offres, des responsables produits, des marques de cosmétiques, parce qu'il y a des membres de notre communauté qui ont été présenter notre projet dans leur magasin, aller leur dire vous vendez des éponges, mais vous savez, il y a un projet français qui lui fait des éponges. Et donc voilà, on est vraiment très content d'avoir réussi à engager cette communauté. C'est la plus grosse valeur qui nous apporte en fait cette communauté, c'est de partager nos valeurs et de les porter. Carrément et ça donne vraiment du sens. Comme tu dis, le slogan, il est génial, le projet, il est génial et tout de suite, ça donne un peu des résultats et moi, ce qui m'intéresse aussi de dire, c'est que la collection NFT, moi, je la visualise, mais je vous invite à aller voir comment sont représentés les NFT. C'est marrant, ce sont des sortes de petits bonhommes avec, un fond, éponge de mer, donc c'est assez cool. C'est très sympa visuellement et alors là, tu vas pouvoir me dire, une fois qu'on détient ce NFT, donc on fait partie intégrante du projet, et on accède à un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les avantages de ce NFT? Ouais, complètement. En fait, déjà, petite du coup précision et qui est importante pour les gens qui vont découvrir notre projet. Aujourd'hui, il y a deux collections de NFT. Il y a la collection les Guardian, ce qu'on appelle nous souvent les V1, c'est les NFT en 2D, et vous avez les mêmes mais en 3D. Donc en fait, pour chaque Guardian V1, vous pouvez venir claim sa version 3D. Et ça, c'était pour en fait bien différencier les utilités de ces deux NFT parce que nous, on est un projet qui avons un pied dans le monde réel et un pied dans le Web 3. Et en fait, on a voulu vraiment dissocier les utilités et faire quelque chose de très clair. Les Guardian V1, donc les 2D, c'est vraiment tous ceux qui vont avoir des utilités liées au monde réel, donc la gouvernance sur le projet en général, voilà, la gouvernance sur les décisions qu'on soumet nous à nos holders concernant nos aquacultures. Forcément, aujourd'hui, on n'est pas sur des décisions stratégiques parce que la communauté n'a pas forcément toutes les clés en main pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc les décisions stratégiques, forcément, elles sont toujours dans la main de la team, mais on essaye d'intégrer au maximum notre communauté au développement de ce projet à travers ces NFT. Les NFT V1, eux, ils vont aussi te permettre d'accéder à tout un tas d'avantages concernant notre token qui va être émis sur l'année 2023. On est en train de préparer l'émission du token là pour Q3 2023. Donc on va bientôt tout annoncer, tout va bientôt être public là dans les semaines, mois qui arrivent. Donc l'AV1 est vraiment lié à toutes les utilités du monde réel et beaucoup, beaucoup d'avantages sur le token. Et la V2, elle, est beaucoup plus liée à notre écosystème Web3. On a pour ambition de tendre vers un jeu, parce qu'on considère que le meilleur moyen d'engager une communauté, c'est de gamifier son expérience. Et quand tu tires le mot gamifier, quand tu tires à l'infini, tu arrives à un jeu. Donc c'est l'objectif final qu'on s'est fixé, c'est d'être sur un vrai, une vraie expérience gamifiée, une vraie expérience immersive. Même on se met pas de limite. Hein, si dans 5 ou 10 ans, on peut avoir un métaverse, bien sûr, dont on surveillera l'impact,
Mais si dans 5 ou 10 ans, on peut avoir un métaverse qui nous permette d'engager notre communauté, de générer de la valeur, d'accélérer notre projet et du coup de générer de l'impact dans le monde réel, on va tendre vers ça. Du coup, la V2, elle est vraiment liée à tout ça. Elle est en 3D, donc tu peux jouer avec, c'est des NFT dynamiques. On va sortir la fonctionnalité qui permet de désassembler et de réassembler tes NFT dans les semaines qui arrivent. Donc, tu vas pouvoir améliorer la puissance de ton NFT, qui va te permettre d'accéder à de nouvelles missions. Donc, plein de choses. On a vraiment tout un game design aujourd'hui qui est basé sur de la gestion de ressources, toutes ces choses-là. Donc, en fait, tu vas vraiment vivre une expérience dans le métaverse au sein de l'Aquaverse. D'accord. Et pour participer à l'aventure, bon, acheter un NFT, un Guardian par exemple, on peut se le procurer où? Parce que moi je connais deux places de marché très connues de NFT sur Multiverse X, c'est Frameit ou XOXNO. Je sais jamais trop Ouais. comment le prononcer. C'est ça, hein, on peut l'acheter à cet endroit-là. Et combien faut compter un ordre de grandeur pour se procurer un Guardian actuellement? C'est quoi les zones de prix? Alors déjà au niveau des marketplaces, oui, c'est à peu près ça. Du coup, c'est les deux plus grosses marketplaces qu'on a aujourd'hui sur l'univers Multiversix. Concernant le prix des collections, on va être aux alentours d'un EGLD aujourd'hui. Donc un EGLD aujourd'hui, je crois que c'est à peu près une quarantaine de dollars. Le prix C'est bouge ça, ouais. fortement ces derniers jours. Je crois qu'on est à 42 ou 43 dollars aujourd'hui. Donc ça, c'est le prix d'entrée sur notre collection, on va dire. Si on doit parler de chiffres un peu général depuis le début, je crois que notre ATH en dollars, il est aux alentours de 10 000 dollars, notre ATH all-time sur notre collection d'NFT. Et la métrique dont on est le plus fier, c'est surtout notre ratio d'holder, qui est très fort pour un écosystème aussi jeune qu'Elrond. On a un ratio d'environ 3000 holders pour une collection de 10 000 NFT. Donc, c'est vraiment pour moi la métrique qui prouve l'engagement de notre communauté, et la puissance de notre projet au sein de notre écosystème. D'accord. Hem, Toute cette infrastructure, technique, elle repose sur une architecture qui est donc, l'architecture Elrond Multiverse X. Pourquoi vous avez fait un tel choix? Est-ce qu'il y a un choix particulier qui vous a orienté sur cet écosystème-là ou pas? Oui, il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu premièrement les aspects techniques. Quand on a dessiné l'architecture de notre projet, on a d'abord dessiné le projet avant de choisir le protocole parce que finalement, on n'est pas un projet natif Web3. Donc, on a construit un projet autour de notre projet Web2. Puis, on s'est dit quel protocole colle le mieux au projet qu'on a envie de mener. Donc, on a fait un petit benchmark. Il y avait pas mal d'options à l'époque. On a éliminé initialement tout ce qui était proof of work pour la consommation d'énergie. Ça correspondait pas du tout avec les ambitions du projet. Ensuite, quand on a creusé un petit peu dans tous les protocoles, les layer 1, les layer 2, proof of stake, et on s'est rendu compte qu'Elrond, il y avait l'aspect marketing qui était sympa, première blockchain européenne carbone négative, les aspects techniques, le nombre de TPS, le coût des transactions, toutes ces choses-là. Mais les deux aspects qui nous ont fait choisir Elrond vraiment surtout, les autres c'était surtout, si ça coche pas, c'est pas possible. Les deux aspects qui nous ont dit non, ok, Elrond c'est la bonne chose, ça a été premièrement la communauté. On savait qu'il y avait une très très grosse communauté française, autant au niveau des développeurs que de la communauté tout court. Donc on allait pouvoir facilement créer du lien avec eux, pouvoir leur expliquer notre projet. Et puis, voilà, on partage les mêmes références. Donc, on s'est dit, d'un point de vue communautaire, ça peut être une blockchain super intéressante. Et le deuxième aspect, c'est l'accessibilité de la blockchain. On est sur une blockchain qui propose une application pour gérer ton wallet et gérer tes fonds. Donc, en termes d'adoption et d'accessibilité pour des gens qui ne sont pas du tout du Web3 et qui font partie de notre cible, Elrond, c'est limite imposé comme une évidence. Ouais, d'accord. Oui, et je pense que côté, communauté de développeurs, tu pas été trop déçu parce que je vois qu'ils sont quand même très actifs et il y a une belle synergie entre tout le monde et aussi, Ouais, côté applicatif avec le lancement de X-Portal, la nouvelle application qui est le véritable portail, vers l'écosystème et qui, permettra sans doute de lister, le jeu ou du moins, voilà, votre solution technique prochainement. complètement. Pas de regrets, depuis ce choix? Non, du tout, du tout. On est arrivé, nous, on faisait partie, je crois qu'on était la 10e collection à arriver, du moins à communiquer sur Elrond. On a fait partie des premiers projets à minter. On a vu l'écosystème évoluer. Bon, forcément, le bear market a un peu mis un coup de frein. Le bear market, vraiment sur le marché en général. Et puis même, je pense que l'aspect NFT a beaucoup été impacté sur cette année.
On a vu, c'est vrai qu'on était en pleine croissance, on a vu la courbe de croissance s'inverser, mais pour autant, on est très très content parce que la communauté qu'on a réussi à créer, elle n'a pas bougé. Le cœur de communauté est toujours là. La tech est toujours aussi sûre qu'elle l'était il y a un an. Donc voilà, on a l'impression d'être sur des rails, nous, aujourd'hui, sur Multiversix. Ouais. Ouais, d'accord. Et le jeton dont tu as mentionné l'existence, alors dans les documentations, j'ai vu c'était le sponge, le jeton, mais il me semble qu'il va être Ouais. renommé, hein. Tu m'as donné une petite info tout à l'heure avant le démarrage du podcast. Et est-ce que tu Ouais. peux juste nous dire s'il y a des utilités particulières à ce jeton ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Non, non, complètement. Alors déjà, comme tu le dis, ouais, en effet, le nom a changé. On l'avait noté, le Sponge, à l'époque, dans le premier white paper qu'on avait rédigé, parce qu'on savait qu'on aurait un token qui serait lié à nos aquacultures. On avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire avec ce token à cette époque. On s'est dit que le Sponge, c'était marrant, et puis ça représentait bien le projet. Et puis finalement, au fil du temps, on s'est dit que le Sponge, ça représentait peut-être un peu trop les éponges. On a voulu aussi insister cette année pour dire que voilà, Aquaverse, ok, on a un projet qui est centré sur les éponges de mer, mais on est l'Aquaverse et non pas le Spongeverse. Donc en fait, ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui avec les éponges, si on se rend compte qu'on a besoin demain d'ajouter à côté de nos éponges des concombres de mer pour avoir de l'impact, on le fera. Donc on voulait pas rester enfermé vraiment que dans le champ lexical de l'éponge. Le nom du token, il n'est pas secret, on en a parlé dernièrement dans les derniers articles qu'on a rédigés. Le token s'appellera l'AQX. Il y a plein de gens qui ont pensé que c'était un rebranding par rapport aussi à Multiverse X, mais en fait, c'est bien tombé. C'est un rebranding que nous, on avait calculé avant. Et au final, quand on a vu le rebranding d'Elrond dans Multiverse X, on s'est dit, bon, bah, ok, en fait, on avait tapé pile juste. Euh, et puis ça, en plus, les gens, on a fait une collection pour nos investisseurs privés et il y avait un petit indice dedans parce que une petite collection d'NFT pour les investisseurs privés et le nom de ces NFT était AQX. Et ça, c'était avant le rebranding de Multiversix. Donc, on peut même pas nous reprocher d'avoir inventé l'histoire par la suite. Ce token, c'est complètement un utility token. Ça va être la monnaie d'échange au sein de notre écosystème. Comme je te le disais, déjà sur toute la partie Web3, toute la partie gamification, où tu vas avoir accès à des fonctionnalités qui vont te permettre de faire évoluer ton NFT, de l'envoyer en mission, donc de pouvoir le stacker, d'accéder à notre marketplace NFT, donc du coup la marketplace Web3, mais aussi marketplace de produits physiques. Demain, avec ce token, tu pourras acheter les produits issus de notre marque. En fait, tu pourras acheter ta fleur de douche, tu pourras acheter toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un utility token qui te donne accès à tous les biens et services de notre écosystème. Initialement, on voulait un token qui permettait à notre communauté d'investir dans nos projets, donc vraiment de venir financer nos projets d'aquaculture. Ça, c'était l'idée qu'on en avait au tout début. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout soutenable d'un point de vue économique. Et puis même, c'était pas vraiment en coordination avec la réalité de notre projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un pur utility token. La vente de ce token nous permet de financer le monde réel, de financer le premier tour de notre modèle économique qui, lui, ensuite dégage ses propres bénéfices, donc tient la route. Et le token, lui, sera purement l'utility token, la monnaie d'échange au sein de notre écosystème. D'accord, ouais, c'est très clair. Est-ce que, pour suivre les développements, vous avez un outil privilégié, un réseau social, en particulier, votre site internet? Quelle est la porte d'entrée pour suivre, l'actualité, les développements d'Aquaverse? Alors, l'actualité, je te dirais plus Twitter aujourd'hui. C'est là où on partage le plus d'informations. À chaque fois qu'on va poster un nouvel article sur Medium, on va relayer l'info sur Twitter. Donc, si tu veux vraiment juste un feed d'actualité d'informations, Twitter, c'est parfait. Si tu veux vraiment comprendre par toi-même le fond du projet, il va falloir que tu ailles sur le site internet, que tu lises le white paper, les différents articles qu'on a rédigés. Mais j'invite aussi tout le monde à intégrer le Discord parce que c'est là qu'on a vraiment le cœur de notre communauté, les ambassadeurs dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment les mieux placés finalement pour t'intégrer dans le projet. Ils sont là pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, le parcours, je dirais, c'est Twitter, un petit tour sur le site internet pour comprendre le projet. Et il faut aller dans Discord pour ensuite vraiment intégrer la communauté et intégrer l'Aquaverse. D'accord, et pour participer à l'aventure, bien sûr, sur les plateformes NFT pour acheter, un Guardian, donc n'hésitez pas si ça vous tente, d'aller y jeter un œil. En tout cas, bravo, Noël pour ces informations, c'était top. Bravo pour la communauté que vous avez réussi à fédérer derrière vous. Ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît beaucoup et que je vais travailler de plus en plus dans le podcast. Donc il y a d'autres épisodes, hein, qui vont être très intéressants là-dessus.
notamment avec des dinosaures qui devraient arriver très prochainement. Bonne continuation, merci encore de ton temps, et puis j'espère que l'audience a apprécié cet épisode. Je pense que c'était un épisode très important à faire, et ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc merci d'avoir répondu favorablement à ma proposition, Noël, et à toute l'équipe Aquaverse. Et bon vent, salut Noël, salut à toute l'équipe. Merci Ciao. à toi pour l'invitation.